Voilà, nous sommes donc à cette conférence sur les charges de mécanisation. Je veux réduire les charges de mécanisation pour améliorer mes marges. Quelle stratégie d'équipement et d'organisation individuelle, optimisée ou collective dois-je avoir? Et nous avons là, pour ce forum, pour cette table ronde, trois experts et une experte. Et je commence par l'experte, Marine Raffray. Marine Raffray, elle est économiste à Chambre d'agriculture France. Pour les anciens, c'est l'ancienne APCA. Nous avons ensuite Stéphane Chapuis, qui est du réseau de la FNCUMA, la Fédération nationale des CUMA. Nous avons également, malheureusement, Philippe Largeau, qui était annoncé le président de la FNEDT, mais qui, vous savez, au Salon de l'Agriculture, on va de rendez-vous en rendez-vous et d'obligation en obligation. Et donc, il est empêché, et il a, avec grand bonheur, délégué Franck Belsor, qui est lui aussi administrateur de la FNEDT, vice-président ? Président du groupe GT Phyto. Voilà. Et puis, enfin, c'est toujours intéressant, je trouve, dans ce domaine-là, d'aller chercher l'image d'un sociologue. Et c'est Samuel Pinault. Alors, maître de conférence à Dauphine en sociologie, je l'ai bien dit. Mais il est également, Samuel Pinault, co-auteur d'un livre qui vient de sortir et que vous allez pouvoir acheter et trouver juste à la librairie là-bas qu'on a aménagée. C'est une librairie qui a amené quantité de livres professionnels dans le domaine de l'agriculture. Un livre qui est paru il y a peu de temps aux éditions ENS et qui s'intitule « Comment les machines ont pris la terre. Enquête sur la mécanisation de l'agriculture et ses conséquences ». C'est un ouvrage collectif à beaucoup de mains, à plusieurs mains, dont Samuel Pinault a été le co-auteur, on va dire. Voilà. Et un des coordinateurs. Voilà. Donc nous voici donc pour cette table ronde. Et si il était besoin de commencer par une première question sur cette question de mécanisation, bien sûr, elle revient à Marine, à qui j'ai posé la question de savoir, en fait, selon les statistiques nationales, européennes, les statistiques économiques qui sont publiées, qui sont d'ailleurs publiques, quelle est la part des charges de mécanisation dans les charges globales des entreprises agricoles en France? Quelle est leur évolution dans le temps, pour autant que tu as pu remonter un peu dans le temps? Et aussi, quelle est la comparaison avec les autres pays européens un peu similaires, producteurs agricoles? Voilà. C'est une question, tu m'as dit qu'il fallait que tu la travailles, mais je n'ai pas de doute sur la réponse. Je t'en prie. Bonjour, merci Alain. Alors, on peut dire que toute filière confondue, il y a quand même on tourne autour de 30% du poids des charges de mécanisation dans les charges totales des exploitations agricoles. Et c'est un pourcentage, un poids qui varie peu dans les dernières décennies, même si, en valeur absolue, là, ça a connu de fortes évolutions. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc déjà, dans les années 90, on était autour de 30% des charges de mécanisation dans les charges totales des exploitations agricoles. Donc, par contre, le niveau du capital investi a fortement augmenté. On estime qu'il a, pour les exploitations spécialisées en grande culture, il a doublé en 30 ans. Sur les 5 dernières années, on est autour de plus 20% de ces charges de mécanisation pour les exploitations spécialisées en grande culture. Et ces évolutions en valeur absolue, elles s'expliquent, on pourra y revenir, mais sur la hausse du coût unitaire des machines. Derrière cela, il y a des effets d'amélioration du confort, d'amélioration technologique, et puis voilà, d'inflation aussi sur le prix des matériaux sur les années 2021 jusqu'à aujourd'hui, avec ce que l'on sait de la fin de la pandémie et l'inflation de toutes les matières premières, par-dessus le marché, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc voilà, ça a beaucoup joué dans le coût unitaire des machines. Pour donner quelques chiffres bien précis
Je pourrais vous dire que sur les systèmes spécialisés en céréales et oléoprotéagineux, on était... Alors là, je suis désolée, c'est des chiffres qui datent de 2015, les chiffres que l'on a pu concaténer en charge de mécanisation très précisément calculés sur du 540 € par hectare. Et en fait, ce que l'on a pu observer, c'est que en valeur absolue, ces charges, elles ont continuellement progressé des années 2000 jusqu'en 2015, tout en restant autour de 30% dans le poids total des charges des exploitations. Mais on était donc dans ce début des années 2000 sur un contexte porteur des prix agricoles, des plutôt bonnes années au niveau des rendements, et donc une stratégie aussi d'investissement dans les exploitations agricoles sur l'agroéquipement. Et puis depuis les années 2015, eh bien là, le retournement de conjoncture a fait qu'on a eu de moindres incitations à investir. C'était moins stratégique d'investir à ce moment-là. Des rendements aussi qui ont été affectés par des aléas climatiques. On a tous en tête l'année 2016. Peut-être même les plus jeunes ici se souviennent peut-être de l'année 2016. Et donc, depuis les années 2015, voilà, là, on a connu un retour vers une diminution en valeur absolue de ces charges de mécanisation. Mais comme tous les autres postes ont aussi diminué, eh bien, elles restent autour de 30%. Donc, en fait, ce que l'on peut conclure à ce stade-là, c'est que les charges de mécanisation et la stratégie d'investissement des agriculteurs suit la profitabilité des exploitations. Ça se comprend assez logiquement. Et donc, en période profitable, on investit davantage. Les amortissements augmentent beaucoup. On entretient aussi davantage le matériel. Le poste carburant augmente lui aussi. Et puis, lorsque les temps sont plus difficiles, on rogne sur tous ces postes-là. Et même sur l'entretien du matériel. Donc ce qui peut d'ailleurs poser la question de se dire est-ce qu'on a un report de ces décisions de maintenance, de réparation du matériel. On rogne même sur ce poste-là alors que finalement ça pourrait être sur une stratégie long terme intéressante de le maintenir. Voilà ce que je peux vous dire sur les grandes cultures. Et puis, en regardant un peu ce qui se fait plutôt sur les filières ruminants, en lait et en bovin-viande, là, on voit qu'on est aussi sur un poste mécanisation qui est important dans les charges totales. Alors, selon les systèmes d'élevage, entre 20 et 30%, 35%. Il y a une forte variabilité selon que les systèmes sont plus ou moins pâturants. Parce que qui dit plus de pâturage dit des charges de mécanisation moins importantes. Mais par contre, on peut aussi avoir, lorsqu'on a plus d'herbe dans la surface fourragère, on peut avoir intérêt à déléguer davantage les travaux de récolte des fourrages à des entreprises de travaux agricoles ou à faire appel davantage à la CUMA pour dégager du temps en période de récolte, en période de fenaison, d'enrubanage, etc. Donc sur les exploitations de bovins lait qu'on suit nous dans le réseau Inosis des chambres d'agriculture avec des fermes de référence que l'on suit sur longue période, on est en 2022 à des charges de mécanisation qui s'élèvent en moyenne à 107 € pour 1000 litres de lait. Donc c'est des chiffres 2022. Sur les bovins, viande, on n'a pas de chiffres très récents, mais on peut estimer que par UGB, c'est à peu près, entre 300 et 500 € par UGB selon les systèmes. Voilà. Alors sachant que tout système confondu, le premier poste, c'est le poste traction. Ça revient. C'est entre 25 et 50% du poste mécanisation qui va à la traction. Le deuxième poste, c'est le carburant, entre 15 et 30%. Plus on produit de lait pour les systèmes laitiers, plus ça dilue les charges de mécanisation. Donc on a aussi un effet rendement. Mais ça ne fait pas tout quand même, ce rendement, parce que selon les contraintes parcellaires des exploitations, selon l'éclatement des parcelles, vous pouvez voir les charges de mécanisation aussi augmenter
de par ce fait, de par les pentes, bien sûr, également. Voilà. Alors, au niveau européen, puisque vous me le demandiez, on retrouve des proportions semblables à la France. Voilà, on a quand même quelques spécificités françaises. Le fait qu'on a un recours aux entreprises de travaux agricoles et aux travaux par tiers de façon générale qui est supérieur pour les systèmes laitiers par rapport à ce que font les autres pays européens. Mais par contre, on a aussi moins de main-d'œuvre salariée que nos collègues européens. Pareil pour les systèmes de grande culture. Donc, en fait, ce que l'on dépense en travaux par tiers, c'est ce qu'on n'intègre pas en charge de main-d'œuvre dans les systèmes d'exploitation. Donc, d'autres pays qui ont des coûts de la main-d'œuvre inférieurs vont, eux, intégrer la main-d'œuvre et moins faire appel à des travaux par tiers. On a aussi quand même connu un agrandissement des exploitations au cours des 20 dernières années à main-d'œuvre quasiment constante. Donc il faut quand même que le travail soit fait, que les cultures supplémentaires soient travaillées. Et donc ça, c'est plus délégué que chez nos voisins. Et puis aussi vous dire qu'on a, dans les systèmes d'élevage, on peut observer qu'on a parfois des coûts de mécanisation légèrement supérieurs en valeur absolue, mais ça s'explique par une autonomie fourragère supérieure, donc des surfaces fourragères supérieures. Et voilà, il y a des éléments d'explication derrière ces dichotomies, mais en poids des charges de mécanisation dans les charges totales, on est dans une moyenne européenne lorsqu'on regarde des pays semblables. D'accord. Donc le rapport du CGAER, il dit la vérité, si j'ai bien compris, celui de 2021. Voilà, en 2021, un rapport du CGAER est paru sur les charges de mécanisation. Mais pour que tes chiffres soient bien compris, explique un peu ce qu'ils comportent. Ils comportent des charges calculées, des charges dépensées par l'exploitation et des prestations extérieures. C'est un global de tout. Quand tu parles lorsqu'on regarde les charges de mécanisation, on intègre tout à fait, on intègre ce qui est dépensé sur l'exploitation en carburant, en leasing, s'il y a du leasing, en charge, donc j'ai dit carburant, en entretien, merci, en travaux par tiers, ça c'est également inclus. Les dépréciations, amortissements, alors selon les méthodes, on peut avoir des chiffres un petit peu différents, et ça peut expliquer les variations assez importantes selon les méthodes. Les assurances, les intérêts sur les emprunts aussi, sur l'investissement fait pour acquérir l'agroéquipement. Et voilà, je crois que je n'oublie rien. Alors, justement, Stéphane, Franck, est-ce que ces chiffres, ce sont ceux que vous constatez dans les CUMA qui sont suivis, les entreprises de travaux agricoles qui sont aussi suivies, l'un ou l'autre, comment est-ce que vous partagez globalement ces chiffres macroéconomiques des statistiques ? Alors oui, je partage les constats. En fait, il n'y a pas de sens à dire la charge de méca d'une CUMA ou d'une ETA. On est au service d'une exploitation qui, elle, a une charge de méca. Bien sûr. Donc dans les CUMA, non. Par contre, on conduit dans le réseau CUMA des diagnostics d'exploitation agricole, pas pour l'angle CUMA, mais pour réfléchir les charges de méca, la délégation, le partage, la mutualisation. Et donc, plus que le 20, 30 ou 40%, ce qu'on identifie comme un sujet clé, c'est la variabilité de l'ordre de pas du simple au double, mais d'au moins 60% entre le quartile le meilleur et le moins bon. C'est-à-dire que dans un système, voilà, et je parle bien dans un système donné, c'est-à-dire dans un système de production extensif avec des productions qui ne génèrent pas un chiffre d'affaires monstrueux, on a des écarts de mécanisation quasiment du simple au double entre les meilleurs et les moins bons. Et à la limite, ces écarts-là ne sont pas gênants entre un éleveur extensif en bovin-viande et un producteur de carottes industrie, mais ils n'ont pas le même chiffre d'affaires hectare. C'est-à-dire que la mécanisation doit se raisonner à une unité alimentaire produite ou une unité de chiffre d'affaires produite, ce qui est assez peu étudié. Et donc voilà, pour nous, le sujet est quand même plutôt la variabilité entre exploitations au sein d'une moyenne de 30%, mais à la limite 30%, peut-être qu'à 25 c'est parfait, et à 35 ça enterre économiquement un exploitant. Et tout ça est caché derrière une moyenne. Donc voilà, d'accord sur les chiffres, les aspects macro complètement. Et puis voilà, ce qu'on fait dans nos diag a à peu près la même approche, on prend les mêmes choses en compte.
n'y a pas de vraie définition française de ce qu'est ou non une charge de méca, où elle commence, où elle s'arrête. Donc c'est toujours un peu compliqué, on y va toujours avec des pincettes. Mais voilà. Ok. Franck ? Alors moi, je suis désolé, je ne conteste pas du tout les chiffres. Je me suis rapproché de mon centre de gestion pour voir les charges de mécanisation moyennes par type de culture. Alors, dans ma région Pays de la Loire, donc région polyculture élevage, la ferme céréalière type en Pays de la Loire, c'est 140 hectares. Les charges de mécanisation, ça n'inclut pas le carburant, ça n'inclut pas la main-d'œuvre, ça n'inclut que le matériel affecté à la production. C'est 600 € de l'hectare que de méca. À ça, vous rajoutez les assurances matérielles, la main-d'œuvre à mettre dessus, le carburant, ça vient se rajouter à tout ça. Les charges de mécanisation, comme son nom l'indique, c'est bien de la mécanisation. Sur une exploitation lait céréales, on est arrivé à 1200 € de l'hectare. Vous avez donné tout à l'heure un chiffre ramené aux 1000 litres, ce qui n'est pas déconnant, sauf que sur une exploitation, du matériel, un tracteur, on ne peut pas le ramener à 1000 litres de lait. Un tracteur, il n'est pas là pour faire du lait, il est là pour faire le foin, pour faire des cultures. Donc, ramené à l'hectare, on est passé à 1200 €. Pour faire un petit complément sur les prix que vous avez, les justificatifs que vous avez donnés, 2015, sauf erreur de ma part, l'arrêt de la défiscalisation des DFI, ça doit être 2012. C'est les revers de médaille des DFI, c'est-à-dire que sur la dernière année, la défiscalisation sur le matériel a fait que, d'un processus que l'on connaît, le fait de pouvoir créer des charges supplémentaires, les exploitants ont augmenté l'achat de matériel pour pouvoir bénéficier des dernières années de DFI. Ensuite, vous avez eu une autre période où vous avez dit 2016, les coûts ont baissé. Donc effectivement, on a eu un autre impact, le plan de relance. Je pense que personne ne va me contredire. Le plan de relance a été fait, subvention à la clé, 2 jours, l'enveloppe totale du plan de relance a été consommée. Ce n'est pas un besoin à ce moment-là, parce que pour être prêt à appuyer sur un bouton pour commander du matériel et obtenir la subvention, ça veut bien dire qu'il y a un autre phénomène qui se pose à ça. Malgré qu'on soit arrivé en 2026 dans le monde agricole, l'objectif premier, c'est quand même de ne pas payer d'impôts et de ne pas payer de MSA. Et l'argument premier pour ne pas payer d'impôts et de MSA est d'acheter du matériel. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, mais c'en est une. Donc, pour justifier les chiffres que vous avez donnés, il y a quand même d'autres facteurs qui font que l'accès aux subventions et les subventions, notamment du plan de relance, a bénéficié en premier lieu, non pas aux exploitants agricoles, comme en était le but, malheureusement, mais bel et bien aux constructeurs. Parce que vous pouvez faire une étude de marché, regardez le prix d'une machine avant le plan de relance et juste après, et vous constaterez, on peut vous fournir les chiffres, le minimum syndical, c'était 40% de 40 000, à savoir 16 000 €. Elles ont pris 20 000 € au minima. Et pour la fédération d'à côté, c'était 50% à hauteur de 150 000 € d'investissement, soit 75 000 € de subvention J'entends bien, Franck. Mais là, l'objectif, il n'est pas de dire, bon, c'est un tel ou un tel. C'est ainsi, c'est comme ça. L'objectif de cette conférence, de cette table ronde, c'est d'expliquer dans la situation du moment, dans les règles du moment, dans les règles d'avant, de maintenant, comment on essaye, pour un agriculteur, de lui donner des bons conseils pour choisir. Voilà, c'est tout. Alors, c'est là où on entre en jeu. C'est là où nous, les ETA, on entre en jeu. Ne consiste pas. Parce qu'on va y revenir. Tu vas avoir la parole encore plus de fois. Je voudrais revenir à Samuel, parce qu'en fait, toute cette mécanisation, finalement, c'est le plan Marshall. C'était des règles d'investissement. La mécanisation, elle est venue en Europe et en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les règles qui prévalaient à l'achat des machines à cette époque-là sont toujours les mêmes ou est-ce qu'elles ont changé ? Bonjour à toutes et tous. Les règles ont en partie changé et en même temps, les règles ont une pesanteur un peu historique qui sont toujours là. Voilà. L'une des règles, pour revenir tout de suite sur une règle, et après je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'un sociologue peut raconter de ça. La règle qui tient depuis le plus longtemps, c'est la défiscalisation du carburant. La défiscalisation du carburant, c'est 56, 57. Ouais. 57. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est le volume du deuxième pilier de la PAC. C'est ça le volume d'argent que représente la défiscalisation du carburant. Ça, c'est une aide à l'utilisation. Sans cette aide-là, 1 milliard 1 milliard 2. 1 milliard 2 globalement. Ça représente 1 milliard 200 millions. Grosso modo, par exemple, sans cette aide-là, le décollage de l'utilisation du tracteur n'avait pas eu lieu avant.
Donc ça fait partie des dispositifs de désinhibition à l'utilisation de matériel agricole dans cette période-là, et c'est un dispositif qui est toujours là. Donc voilà, il y a des règles qui sont toujours là. Monsieur a parlé de la déduction pour investissement à l'instant, qui a été en place de 86 à 2013 et qui a de fait incité très fortement les agriculteurs et les agricultrices à surinvestir pour produire des charges, pour payer moins de MSA et moins d'impôts. Donc ça fait partie des cadrages institutionnels qui participent à cadrer le calcul économique que font les agriculteurs. Et c'est ça qu'on essaie de faire, nous, en tant que sociologue de l'économie, c'est d'essayer de comprendre que, oui, donc moi, je n'ai pas donné des bons conseils, hein. C'est ce que je vous ai dit au téléphone, je ne suis pas là pour donner des conseils. Par contre, je suis là pour expliquer les bonnes raisons que les acteurs ont de faire ce qu'ils font. Pour étudier. Et parmi ces bonnes raisons, il y a tout un ensemble d'incitations qui font que je fais ce que je fais. Ou tout un ensemble de contraintes qui font que je fais ce que je fais. J'hérite d'une ferme qui a une certaine structure capitalistique. J'ai un ensemble de conseillers et de conseillères qui circulent sur ma ferme tous les jours et qui ont un avis sur X choix techniques ou sur le bilan de fin de l'année. Est-ce qu'il faut que j'investisse ou est-ce qu'il faut que je me paye ou est-ce qu'il faut que je retire du salaire. Voilà, donc il y a à la fois le poids de l'héritage, il y a le poids de ce qu'on appelle les prescripteurs de pratique, c'est-à-dire qu'ils vont équiper mon jugement sur le type de stratégie qu'il faut mettre en place. Et ensuite, le troisième élément qui participe énormément au cadrage des décisions stratégiques, c'est ce qu'on a dit, c'est les règles. Et parmi ces règles, effectivement, il y en a qui sont vraiment très anciennes. Voilà, l'exonération de plus-value, enfin, on peut en rajouter tout un tas. Voilà ce que je veux dire en tout cas. Il y a de la réglementation, d'investissement, d'aide financière, de défiscalisation, mais dans ce livre que je n'ai pas réussi à tout lire avant de t'interviewer, il y a quand même une dimension culturelle, identitaire, qui est mise en avant, puisque tu es un sociologue. Et on voit bien les agriculteurs qui sont un peu piqués à la marque ou à la machine. Dans cette table ronde hier, on avait un certain nombre d'éleveurs sur des robots de traite. Et il y en a un qui disait « je suis piqué, je ne fais que… » Enfin bref. Donc cette image identitaire, culturelle, elle existe toujours ou est-ce qu'elle évolue dans le temps ? Alors cette image, elle évolue dans le temps puisque, par exemple, le fait que l'agriculteur soit, je dirais, un utilisateur de matériel, c'était pas donné. Et là, il y a un chapitre dans l'ouvrage qui explique ça, c'est-à-dire qui explique tout le travail de propagande du ministère de l'Agriculture pour réussir à changer l'imaginaire professionnel des agriculteurs et faire de la profession agricole une profession mécanique. Et de fait, dès le milieu des années 60, l'agriculteur, comme le disait un sociologue que peut-être vous connaissez qui s'appelle Mandras, l'agriculteur est un mécanicien tractoriste, donc il disait ça au milieu des années 60. Donc oui, aujourd'hui, l'identité professionnelle des agriculteurs est liée au fait d'utiliser, pas constamment, mais quasi constamment, une machine en fait entre ses mains. Et le travail qu'il fait du sol, ou le travail qu'il fait sur les animaux, est médié par cette technique-là, qui prend une pesanteur qui est conséquente. Et après, évidemment, donc autour de ça, il y a comment on va dire ça, une espèce de culture matérielle qui se met en place. On va acheter des miniatures, on va avoir un certain attrait pour les marques, etc. Mais il faut faire attention avec ce discours d'une forme d'irrationalité dans cet attachement, puisque il y a aussi c'est aussi compliqué de recalculer en permanence, de refaire des études de marché. C'est très coûteux en fait de faire ça. Donc en fait c'est même rationnel potentiellement de rester dans la même marque parce qu'on sait comment ça fonctionne, etc. Donc il y a des routines aussi qui se mettent en place et qui ont leur rationalité. Et aussi ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la dimension symbolique de l'utilisation de ces matériels, elle est instrumentée par les constructeurs qui vont travailler sur la marque. Enfin, le marketing, c'est la science de ça. C'est la science des attachements. Comment je fais pour que, justement, mon client ne parte pas à la concurrence ? Le travail du marketing, c'est ça. Et le travail du commercial, c'est quoi ? C'est de désorienter le jugement de l'agriculteur pour essayer de le ramener à sa marque. Donc vous avez les deux mouvements en permanence, et donc cette dimension symbolique, elle est instrumentée. Et donc voilà. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire en tant que sociologue de l'économie, c'est justement de pas opposer rationalité et irrationalité, mais c'est essayer de rendre compte un peu de ce qu'il y a dans cette rationalité-là et dans les bonnes raisons qu'ont les gens de faire ce qu'ils font. Merci. Alors, justement, parmi les différents moyens qu'un agriculteur a d'utiliser des machines agricoles, il peut l'acheter lui-même. On verra tout à l'heure, on aura plusieurs exemples d'agriculteurs qui ont
des systèmes un peu innovants d'utilisation des machines, mais il y a aussi grandement le système des entreprises de travaux agricoles, des CUMA. Franck, les ETA, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela représente à peu près? J'ai lu que la fédération avait été créée en 1922, donc ça veut dire qu'il y a plus d'un siècle, donc c'était bien avant le plan Marshall que ces ETA, ça représente quoi économiquement? Alors économiquement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 22 750 entreprises sur le territoire et 170 000 actifs. Ça représente 1,1 milliard d'investissements pour les entreprises, pour vous donner un ordre d'investissement sur le budget. Ça représente 47% de la valeur ajoutée en entreprise. On se doit d'être opérationnel, performant et efficace. On ne peut pas miser que sur la conjoncture quand on intervient. Donc on ne peut pas dire cette année on fait, l'année prochaine on ne fait pas. On maintient un roulement en termes d'investissement sur nos entreprises. Et globalement, ces chiffres prennent les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. C'est un global, même si c'est difficile de dissocier les uns les autres. Il n'y a aucun souci. C'est bien notre fédération, la fédération des entrepreneurs. Elle comprend bien les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux, forestiers. Comment une ETA calcule sa prestation facturée à l'agriculteur lorsqu'il fait appel, et comment peut-on estimer qu'un agriculteur qui se dit je vais acheter une machine et l'utiliser moi-même, ou je vais faire appel à une ETA, ça va me coûter moins cher? On peut aborder le sujet sous plusieurs angles, mais sur le calcul d'un prix de revient, c'est ce qu'un agriculteur fait normalement au quotidien, c'est calculer son prix de revient, c'est son coût de production. À la différence près, dans une ETA, dans le prix de revient, il y a sa marge. Parce qu'un entrepreneur, il produit rien, il fait que de la prestation de service. Quand une machine elle sort, c'est pas pour l'amortir, c'est pour que moi, entrepreneur, je gagne de l'argent, c'est mon revenu. Donc dans le prix de revient, vous rentrez le prix d'achat de la machine, vous rentrez le carburant que vous mettez, la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est très important parce qu'il faut savoir. Alors je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle, c'est intéressant. Le prix d'une heure de main-d'œuvre, c'est pas juste une heure en entreprise, c'est pas juste une heure au SMIC plus les charges sociales. C'est aussi d'intégrer les 5 semaines de congés payés parce que c'est pas facturable. Il travaille pas, il est en vacances, mais il est payé. C'est les temps d'entretien, les temps de déplacement, le lavage, le rangement. Tout ça, c'est des charges que nous, on paye, qu'on intègre dans le coût de la facture. Ce qu'il y a aussi, pour ce qui concerne les ETA, j'ai perdu le fil, je pensais à autre chose quand même. Je vais y revenir. Si, voilà. En fait, les ETA, une bonne partie des ETA sont créées ou issues par un agriculteur. Et il y a des entreprises de travaux agricoles qui sont des entreprises qui n'ont pas été créées ou qui ne sont pas liées à un agriculteur existant, mais il y a des agriculteurs qui disent tiens, je suis agriculteur, mais à côté ou en plus, je crée une ETA. Et j'ai compris que c'était à peu près 70% des ETA qui étaient de cette nature. Quelles sont les raisons qui font que un agriculteur se dit en plus de mon activité agricole, je crée une activité d'ETA? Moi, je vais vous parler de mon expérience, je le suis, mais je suis entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas une vocation. C'est une raison économique non. Liée. Vous avez une raison économique. Tout le monde se défend tous les jours de dire qu'on ne se lève pas le matin pour travailler pour le plaisir. Un entrepreneur, il travaille de la même façon. Moi, je suis entrepreneur. Mon travail, mais ma satisfaction, c'est 1, d'être opérationnel. 2, la satisfaction client, la reconnaissance et de gagner ma vie avec. Mais je suis exploitant agricole, mais je suis entrepreneur. Dans le monde actuel où il y a des gens agricoles qui veulent passer entrepreneurs, pour une bonne partie aujourd'hui, ils le font pour une mauvaise raison. À savoir qu'ils veulent avoir une machine, les mêmes que les nôtres, mais ils n'ont pas la surface à mettre en face. Donc, ils essaient de faire de la prestation à côté, non pas pour gagner de l'argent, mais pour amortir la machine. Donc, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour amortir du matériel, mais bien pour gagner notre vie. Et du coup, on dérègle le marché parce qu'on n'est plus sur des prix de revient, mais sur des prix de marché. Et on dérègle. Et pour qu'un agriculteur puisse gagner de l'argent, c'est notre travail à nous, prestataires de services. Un prestataire de service qui veut gagner sa vie, il faut que son client gagne sa vie. Un client qui ne gagne pas sa vie, l'entreprise ne pourra pas revenir. Okay. On est là, et une facture d'entreprise de prestation de service,
c'est 100% imputable au revenu, net d'impôts, net de MSA. D'accord, merci. Stéphane, les CUMA, quelles sont les grandes caractéristiques de l'ensemble des CUMA en France alors là, j'ai noté que ça se savait, l'année dernière, vous fêtiez vos 80 ans. Alors oui, voilà. Une particularité, c'est qu'en fait, c'est pas les agriculteurs, c'est l'État qui a créé les CUMA il y a 80 ans, dans un contexte de disponibilité de la machine qui était restreint, et pour distribuer de la machine. C'est-à-dire qu'à l'époque, un vendeur de tracteurs entendrait ça aujourd'hui, il serait fou, mais ils n'avaient pas assez de tracteurs pour fournir tout le monde. Donc il faut le resituer dans un contexte aussi. Et après, ces agriculteurs ont créé un réseau fédératif, mais c'est d'abord une orientation de l'État, l'organisation en CUMA, ce qui fait aussi qu'on la retrouve un peu qu'en France. Aujourd'hui, ce que c'est, parce que 80 ans, c'est quand même loin, et on est un certain nombre, heureusement, à ne pas être nés à cette époque-là. C'est une exploitation sur 2 en France, 180 000 à peu près exploitations agricoles sont dans une ou plusieurs CUMA. C'est de 155 000 matériels actifs en parc. Donc on a plus de matériel que d'exploitation agricole regroupé, un peu plus d'un matériel par exploitation. Et ensuite, dans son fonctionnement, ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est un statut coopératif. Plus proche, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces statuts-là, de l'associatif ou de la mutualité. On a des points très communs avec eux. Coopération agricole, loi de 72, et voilà. Stéphane. Avec une logique d'auto-organisation par les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui se mettent ensemble pour décider collectivement de typologie d'équipement, de niveau d'équipement, pour construire ensemble des plannings, une organisation, une structuration de l'activité, et puis qui échangent entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste ensemble dans une CUMA, ils sont voisins dans un territoire, ils sont collègues, ils ont le même métier, et donc ils partagent aussi une forme de solidarité, d'échange de compétences et d'apprentissage collectif, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui les CUMA en chiffres oui et en matériel oui, parce que c'est dans notre nom, machine agricole, mais c'est aussi de l'emploi, c'est aussi des hangars, et c'est aussi un réseau fédératif fort, dans le sens où il y a 600 salariés en France qui accompagnent les CUMA sur différents aspects techniques, réglementaires, comptables, de gestion, etc. Et alors, même question, je suis agriculteur, qu'est-ce qui ferait que si je travaille avec une CUMA, ça me coûtera moins cher que si j'achète une machine agricole? Eh ben déjà, en fait, vous n'êtes pas posé la bonne question, parce que le choix d'aller vers CUMA, ETA, CoPro, Entraide et autres, c'est une stratégie de mécanisation. C'est-à-dire que le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est les charges de méca. Les charges de méca, c'est la conséquence de la mécanisation. Et la mécanisation, elle a un but premier et louable, c'est de rendre plus efficace le travail. C'est-à-dire que si vous voulez pas de charge de méca, pas de souci. Enfin, vous sortez un cheval, il n'y a pas de charge de méca, il n'y a pas de carburant. Sauf qu'en fait, la moitié à peu près de votre surface, vous allez vous en servir pour nourrir votre cheval. Et avec l'autre moitié, vous n'allez pas réussir à gagner votre vie. Donc, faut repositionner ce qu'est la mécanisation. C'est un mal nécessaire pour produire. Quand vous avez une réflexion, et ce qu'on fait dans le réseau CUMA au travers des diagnostics, on va avoir différentes portes d'entrée. Il y a le poids de la mécanisation, il y a l'endettement, qui est souvent un critère aussi. Mais le premier critère qui ressort quand on accompagne des agriculteurs, c'est la question du travail. Voilà, j'ai un départ en retraite de quelqu'un, j'ai pas de remplaçant, ou peut-être un salarié à la place. Et donc c'est la question de comment je vais m'organiser dans ce changement-là en termes de travail, des aspirations aussi d'équilibre vie pro, vie perso un peu différents. Et donc le raisonnement est plutôt de vous dire, ok, est-ce que vous voulez posséder avec tous les avantages et inconvénients que ça a en termes d'autonomie, mais d'endettement fort? Est-ce que vous mettez votre argent dans la machine? Est-ce que vous voulez partager? Et là, il y a Entraide, CoPro, CUMA. Et est-ce que vous les déléguez? Et là, il y a les ETA et les CUMA avec salariés. Et donc, c'est ce raisonnement-là qui doit être le point de départ. Okay. Après, la solution que vous prenez, enfin, je vais pas... Elle est au choix de l'agriculteur. Je vais cacher ça, mais en fait, CoPro ou Entraide, soit vous achetez à deux, soit vous en achetez un chacun, des outils différents et vous les partagez. Grosso modo, on arrive quand même un peu à la même chose, quoi. D'accord. L'enjeu, c'est le poids de la méca et l'endettement. Tu reprends la dimension humaine, sociale. Je vais revenir à Samuel, parce que dans le livre, j'ai lu un certain nombre de choses qui sont assez instructives. Dans cette publication à laquelle vous avez contribué, vous analysez les actifs immobilisés sous forme de matériel qui sont restés stables sur les 3 dernières décennies, mais ramenés au nombre de travailleurs, ça a fortement augmenté. Oui. Et alors? Parce qu'il y a moins de main-d'œuvre. Donc il n'y a pas de secret. Nous, ce qui nous intéressait quand on a fait ce calcul, donc on a repris des données du RICA et on a essayé et on a fait un ratio non pas à la surface, par exemple, ou à l'exploitation,
non pas de manière non plus agrégée, mais en le ramenant à la personne. Pourquoi ? Enfin, à l'unité de travail humain sur la ferme. Parce que ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de documenter la transformation du travail agricole, et notamment la transformation de sa mécanisation. Et ce que ça permet de montrer, c'est que la trajectoire, le travail agricole est de plus en plus mécanisé, et ça, c'est pas une histoire, ça, c'était pas acté. Enfin, je veux dire, c'est pas une histoire qui date des années 60 et qui s'est arrêtée là. En fait, cette mécanisation, elle est croissante jusqu'à aujourd'hui. Elle le sera peut-être encore demain, selon les trajectoires qu'on donne à ça et selon les formes d'incitation qui domineront demain. Mais c'était ça qu'on voulait faire en faisant ce ratio-là. Voilà ce qu'on a cherché à faire, c'est de documenter la transformation du travail agricole lui-même. Okay. Donc, qui est un travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'interaction qu'il y a entre cette profession et l'environnement, 50% de la France, la surface de la France, c'est de la surface agricole, elle est médiée par cette technique qui prend cette place de plus en plus croissante. Alors, je pose une question à Marine et à Samuel, voilà, à deux personnes un peu plus neutres ou moins concernées, mais en fait, on sent bien à écouter soit Franck, soit Stéphane, que les politiques publiques ont quand même un impact. Et si je vous pose la question, selon vous, quelle analyse les politiques publiques en matière d'investissement d'agroéquipement n'ont-elles pas eu comme incidence un suréquipement, comme le disent certains, ou une sous-utilisation de ces investissements, ou encore une rotation plus élevée que la raison ou l'économie ne le laisserait faire, que cela a entraîné ? C'est Samuel qui parle. Donc c'est Samuel qui parle. En fait, oui, mais était en fait socio-économique quand même. Ouais, quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations entre les acteurs économiques. Donc, pour le dire à la salle, l'un des sujets qu'on a eu avec des collègues, c'est de travailler sur les relations entre les concessionnaires de tracteurs et les constructeurs. Donc, à la fois relations entre constructeurs, concessionnaires et concessionnaires agriculteurs. Et la question sociale qui nous intéressait au départ, c'était effectivement la montée du sujet du suréquipement. Ça, c'est une question sociale. Nous, ce qu'on cherche à faire en tant que chercheurs, c'est transformer cette question sociale en question de recherche. Et donc, parce que suréquipement, c'est normatif comme manière de formuler les choses. Mais il y a d'autres manières de formuler normativement ce cas, tu les as repris. Il y en a qui formulent ça en termes de sous-utilisation. Si on dit sous-utilisation du matériel, ça veut dire, en fait, grossissez avec le même matériel et tout ira bien. C'est ça que ça veut dire. Suréquipement, c'est que vous avez trop investi, on va attendre que vous ayez moins. Donc nous, c'était plutôt la troisième, grille de lecture qu'on a essayé de prendre, c'est de travailler sur qu'est-ce qui incite un agriculteur à changer, à renouveler son matériel. Puisqu'en gros, depuis début des années 70, tout le monde est mécanisé. Donc le marché est stable en termes de volume, mais c'est qu'une question de renouvellement. On prend toujours un peu plus gros, on va mécaniser d'autres tâches, c'est ce que je dis, le travail mécanique qui prend quand même un poids plus croissant, mais 80% grosso modo des achats, c'est du renouvellement. Et donc, pour revenir à ta question sur qu'est-ce que peuvent les politiques publiques, qu'est-ce qu'elles font, on a aussi essayé de déplacer un peu le curseur et de regarder aussi ce que font les acteurs industriels de ça. Et de fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a tout un tas de stratégies marketing, de stratégies commerciales, de stratégies de financement qui ont été mises en place progressivement au fur et à mesure que les constructeurs maîtrisaient davantage leur circuit de distribution, ce qui n'était pas le cas dans les années 60 ou dans les années 70, où en fait il y avait peu d'imbrication économique entre les constructeurs et les concessionnaires. Et donc une fois que cette imbrication est faite, on les fait vendre du crédit, on leur fait vendre des contrats d'entretien, etc., qui sont des dispositifs qui vont lier les mains des agriculteurs vis-à-vis de leurs constructeurs. Et alors, il n'y a pas de chiffres sur les tractoristes, mais par exemple, en automobile, quand vous achetez un contrat intégré, ce que nous disent les gestionnaires, c'est qu'en grosso modo, ça augmente le taux de rotation du matériel de 15%. Quand vous êtes en leasing, ça l'augmente de 30%. Donc, le leasing, c'est d'abord un dispositif marketing d'accélération de la rotation. Et grosso modo, les chefs de concession à qui on a posé la question connaissent exactement l'augmentation du taux de rotation, mais ils ne nous l'ont pas donné. Mais ils savent que c'est un indicateur qu'ils ont évidemment en tête. Ok. Si je reviens à une question un peu... Marine, excuse-moi, pardon. Non, je t'en prie. Non, mais c'est intéressant de voir que cette question du lien entre les politiques publiques et les pratiques des agriculteurs, même au-delà de la mécanisation, on peut refaire toute l'histoire de l'agriculture avec l'histoire des politiques publiques qui ont encadré ce secteur.
On parlait du plan Marshall tout à l'heure. En fait, le plan Marshall, l'un des premiers objectifs, c'était aussi, parce que c'était les États-Unis, d'où le nom Marshall, c'était les États-Unis qui étaient derrière, qui tenaient les cordons de la bourse. Et l'un des objectifs, c'était de faire de l'Europe un bassin de consommation de tracteurs et de machines américaines. Voilà. Et ça a marché. Voilà, résultat atteint. Mais oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ces politiques de défiscalisation, on voit que voilà, elles expliquent ce caractère cyclique et fluctuant du niveau de mécanisation en niveau financier. Et c'est un effet contracyclique en fait, en fonction de si les revenus sont meilleurs, on investit davantage, on fait diminuer le revenu imposable, etc. Et en période de vache maigre, on fait l'inverse. Donc, je rejoins ce que dit Samuel. J'apprécie beaucoup le propos de se dire il y a toujours une bonne raison. En fait, ces politiques publiques, elles permettent de comprendre les choix des agriculteurs qui sont faits à partir de ce moment-là. Voilà, il y a une rationalité dans tout ça. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je veux rajouter aussi un manque que je trouve assez criant de conseils de l'agriculteur sur ce sujet-là. Mais c'était ma question de conclusion. On y reviendra après, mais voilà, quand on dit politique publique et on a incitation fiscalité, ok, mais il y a une question du conseil de gestion. J'enlève la question du conseil indépendant. Du conseil de gestion et de ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous demandez à votre conseiller de gestion ? Est-ce que c'est de ne pas payer de MSA et de réduire la taille du bordereau, ou est-ce que c'est de rendre un revenu disponible le plus élevé possible, ou c'est de trouver une solution pour dégager du temps pour embaucher quelqu'un ? En fait, un conseiller de gestion, vous devez lui dire d'abord ce que vous voulez. Il n'est pas censé vous dire ce que vous avez à faire avant que vous ayez exprimé un besoin. Je suis d'accord. Et je trouve qu'on a un manque de relations ouvertes au conseiller de gestion, et qu'en fait, si c'est pas lui qui dégomme le bordereau MSA, en fait, on va en changer. Quoi. Et je discute avec des conseillers de gestion qui se disent, on sait qu'on leur fait faire des conneries. Je vous le dis crûment, mais c'est ça. Quoi. On en a conscience. Ils vont s'endetter. Stéphane, Franck, tu veux rajouter quelque chose ? Je veux bien, notamment sur le conseil de gestion. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un problème de conseil. Le souci, c'est l'autre partie, et ça fait partie de ce que vous exposez, la psychologie agricole, à savoir que la question, c'est si l'agriculteur ne pose pas la question, c'est parce qu'il n'est pas prêt à entendre la réponse. En fait, pour l'avoir vécu encore cette année, pour avoir, nous, au sein de la fédération, rencontré des conseils de gestion, puisque ça nous concerne directement, nous, prestataires de services, leur demander comment se fait-il que quand on met les chiffres noir sur blanc, je vais revenir sur ce que vous disiez, je suis d'accord sur l'investissement, là, mais à un moment donné, l'économique doit le remporter pour pouvoir durer, il faut gagner. Quand on explique ça aux conseillers de gestion, les conseillers nous expliquent qu'ils sont d'accord avec nous, qu'aujourd'hui, de déléguer, c'est économiser de l'argent et donc de gagner de l'argent, sauf que les agriculteurs ne sont pas prêts à l'entendre. En revanche, si demain ils leur disent que pour payer moins d'impôts et de MSA, il faut acheter un tracteur, ça passe tout seul. Ils n'ont plus à se battre. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que le conseil, en fait, c'est pas tellement qu'il n'existe pas, c'est surtout que les gens ne sont pas prêts à l'entendre. D'accord. On arrive un peu à la fin du temps, mais avant de vous poser une question de conclusion, j'en ai une autre qui m'est venue d'un voyage à Hanovre. Parce qu'en novembre dernier, il y avait un salon de machines agricoles à Hanovre, et quand même, c'était la surprise de moi et d'un certain nombre de voir un hall rempli de machines agricoles chinoises. Finalement, je vous pose la question à chacun d'entre vous. Il suffit d'acheter des machines et des tracteurs chinois, ça vaut moins cher, et on a résolu le problème. Je ne sais pas qui veut parler. C'est ouvert. La question, elle est volontairement ouverte. Mais elle circule, cette question. Oui. Parce que la similitude avec le marché automobile est assez naturelle, même si ce n'est pas tout à fait comparable. Alors, le marché automobile, si vous le raisonnez pour les professionnels, ok, mais pour le particulier, il y a un achat plaisir. Vous voulez cette voiture-là, vous voulez qu'elle soit de cette couleur-là. Le tracteur, il l'a dit.
Le tracteur, oui, ça peut être comparé puisque les marques ont des couleurs. Vous allez dans le poids lourd, la couleur, c'est l'entreprise et pas la marque. Et quand vous avez compris ça, ou dans le TP, c'est pas la même chose. Sur la question des matériels, on va dire chinois ou venus de non-fournisseurs aujourd'hui. Et je vais m'appuyer sur un travail de notre média parce que c'est la une du mensuel d'entrée de ce mois-ci. En fait, la capacité technologique, c'est plus trop un débat. La capacité industrielle, ils l'ont. Les questions de nouvelles énergies et électrification, c'est pas a priori ce qui va bloquer. Le frein à l'entrée sur le marché, c'est aujourd'hui la place que prendra ou non le réseau de distribution français. Voilà, on aurait pu avoir ce débat-là à Villepinte s'il y avait eu un CIMA ou un Agricima. Mais en fait, ça va jouer du côté des distributeurs. Ça va jouer peut-être aussi du côté de distributeurs qui ne sont pas historiquement issus de cette filière de l'agroéquipement ou qui ne sont pas de familles de concessionnaires, etc., qui vont venir d'autres métiers. On voit de très gros acteurs de la distribution, poids lourds et voitures, arriver dans la mécanique agricole. Eux ne vont pas avoir les mêmes scrupules et la même fidélité à... Mon grand-père a travaillé avec cette marque-là quand il était concessionnaire. Donc si eux se bougent, ça va bouger assez vite. Et s'ils sont capables d'assurer un truc qui n'existe pas dans le monde agricole, mais de nous faire des contrats de continuité de service ou de nous faire des contrats d'entretien, là, ils vont rentrer très vite sur le marché. C'est-à-dire que ce qui peut inquiéter, c'est OK, en tant que ETA, en tant que CUMA, en tant qu'agriculteur, si je suis en panne, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a une tradition dans le monde industriel qui n'est pas du tout arrivée, celle-ci, dans le monde agricole, c'est de raisonner la continuité de service. C'est-à-dire que vous ne payez pas un contrat d'entretien ou un contrat de maintenance que pour avoir de la visibilité sur le prix. Vous le payez pour assurer une disponibilité de la machine. Tu l'as sur les machines, sur les robots de traite. Sur les robots de traite, mais que sur les robots de traite. C'est venu assez récemment d'ailleurs, mais c'est. Oui, mais si quelques acteurs, on va dire de la distribution, se mettent à dire OK, moi je source un Zoom Lion ou un autre, et j'ai en interne une gestion avec un mulet, je m'assure d'un remplacement sous 8 heures quand vous êtes en panne. Ça va démarrer plus vite qu'on pourrait le croire. Je sais bien. S'ils sont effectivement entre 20 et 30% moins chers. Bon. On l'a testé dans une enquête BVA, nous, et on sait que c'est le moment où il y a une rupture chez l'agriculteur. Ok, Stéphane. Franck, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, ma question, elle est provocante. Enfin, elle est provocante, mais elle circule. Elle est très bonne. Je dirais que nous, en entreprise, on a pour coutume de dire que le pas cher est déjà trop cher. Parce que pas cher, ça veut dire quoi ? Prendre quelqu'un qui prend pas cher, c'est pas un problème. Mais s'il n'est pas là quand vous en avez besoin, s'il est en panne quand vous en avez besoin, vous avez perdu combien ? Chez nous, en entreprise, c'est notre fil conducteur. On se doit d'être performant et présent. Pourquoi est-ce qu'on maintient des niveaux d'investissement réguliers ? Parce qu'on doit toujours être là. On ne peut pas entendre dire à un client « Ah bah oui, mais parce que tu n'es pas venu ou parce que tu es tombé en panne. Donc on investit, on l'entretient et on maintient. Ça a un coût. C'est un fait. Mais on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Bon, merci beaucoup. Et j'ai une question de conclusion pour chacun. Parce qu'il a parlé du conseil de gestion. Tu veux répondre. Mais moi, je me dis finalement, si j'avais en tant qu'agriculteur des conseillers indépendants qui pourraient me dire ce serait bien d'acheter tout seul, d'acheter ensemble, de faire travailler une CUMA, de rentrer dans une CUMA, de faire travailler une ETA, ce serait quand même bien. Et donc une question, la même à chacun de vous quatre. Marine, ça a été un des rôles passés des chambres d'agriculture, ça l'est plus. Pourquoi ? Attends, Stéphane, l'expérience des achats en commun et des choix orientés par l'organisation, au moment par les FD, les FR, permet-il un conseil indépendant ? Franck, est-ce que ça pourrait être une nouvelle prestation de service d'une ETA que de vendre du conseil d'achat de machines ou de choix de machines ? Samuel, est-ce que dans ton enquête, c'est une enquête sur la mécanisation de l'agriculture ? Le besoin d'un conseil indépendant, tu l'as trouvé auprès des agriculteurs que tu as questionnés ou finalement, c'est pas un besoin exprimé ? Je laisse ceux qui veulent commencer à répondre. Ok, j'y vais. Merci pour ce défi, Alain. Oui, mais c'est vrai qu'il faut se le dire, qu'il y a un gros travail à faire dans le réseau des chambres d'agriculture pour renouveler aussi les générations de conseillers qui partent en retraite, conseillers spécialisés en agroéquipement. L'évolution du conseil sur ce sujet-là a fait on est plutôt sur du conseil à l'utilisation technique de l'équipement.
Et la volonté, l'ambition des chambres d'agriculture, c'est plutôt de faire rentrer désormais ce sujet de l'agroéquipement dans ce qu'on appelle, nous, le conseil global. Donc sur un volet plus de conseil d'entreprise, finalement, sur tous les aspects de la vie de l'exploitation. Et tout ce qu'on se disait, de faire rentrer ces questions de stratégie d'investissement ou de délégation, avec les contraintes en matière d'organisation du travail, d'organisation du parcellaire, etc., d'autonomie fourragère pour les exploitations d'élevage, et bien en fait, il faut faire rentrer le sujet agroéquipement dans toutes ces questions-là. Donc plus le travailler en silo, comme ça a pu être le cas par le passé, mais de changer totalement l'approche et de la faire rentrer dans notre accompagnement global. Donc c'est un sujet sur lequel les chambres travaillent, je vous l'assure, et j'espère que dans quelques années, on pourra vous présenter des résultats. Voilà. Mais je rejoins le besoin et nos élus aussi. Stéphane ? La question était sur la capacité de conseil indépendant. Je veux dire que malheureusement, on est a priori le plus gros réseau de conseils indépendants en lien avec l'agroéquipement. Je dis indépendant de la vente. Je dis malheureusement parce qu'en fait, on est tout seul. Et quelque part, on le regrette quand même un peu. Enfin, se dire que c'est le réseau CUMA qui porte aujourd'hui un logiciel de diagnostic des charges de méca des exploitations, c'est pas notre boulot. Enfin, notre boulot, c'est d'accompagner des collectifs qui construisent ensemble des projets. Et on s'intéresse à cette question de la mécanisation dans les exploitations parce que personne n'y est. Donc, en fait, on peut se dire qu'on est costaud, qu'on a nos 70 conseillers agroéquipement et nos 150 animateurs, mais enfin, c'est que dalle. Hein. Par rapport au nombre d'agriculteurs en France et au travail d'accompagnement qu'il y a à faire, par rapport à la force de conseil de gestion, on est tout petit, en étant les premiers. Donc, je m'en inquiète quand même. Voilà. Indépendant, oui, parce qu'en fait, nous, on est capable d'aider le groupe à maturer son projet. C'est quand même le projet qui définit son groupe, c'est pas le conseiller. C'est les agriculteurs entre eux qui vont s'organiser dans la gestion, c'est eux qui vont choisir quelque part les itinéraires culturaux qui vont nécessiter telle et telle machine. Donc on n'est pas là pour orienter vers une couleur, une taille. On est là pour les aider à se donner de la visibilité sur des coûts de mécanisation avec une logique de TCO, enfin de coût de détention complet. Et on le fait avec une totale indépendance des circuits de vente de machines. En ça, on est indépendant. Maintenant, dans nos grands enseignements, il faut quand même prendre le temps de construire une approche collective et une homogénéité ou un accord des agriculteurs entre eux avant de se lancer dans un collectif. Mais une CUMA ou une copro ou une entraide, c'est-à-dire que si on dit aux gens hop, compte de résultats trop, endettement trop fort, vous faites une copro, vous démerdez, ok, c'est bien beau les chiffres, mais en fait il y a quand même un facteur humain qui est derrière. Nous on le voit dans des collectifs où certains projets peuvent mettre 2 à 3 ans à sortir. D'accord. Voilà, et ils sont solides. Mais il y a quand même un facteur humain, je trouve qu'on n'a pas du tout là abordé dans la table ronde et ça m'embêtait un peu, donc je le rajoute dans ma conclusion. Voilà. J'avais un sociologue quand même. Franck. Le facteur humain, on l'a en entreprise tout pareil. Oui, je pense aussi, oui. Quand l'entreprise vient dans une exploitation, depuis tout temps, c'était un événement. Quand on fait du travail, il y a de l'entraide, c'est parce que c'est un entrepreneur qu'il n'y a pas de côté humain. Sur les charges de mécanisation, des logiciels, il y en a partout. Les comptables sont là pour nous les donner, donc ils sont censés savoir le faire. Après, sur le conseil, je suis d'accord, il n'y a pas de conseiller. Moi, j'ai amorcé l'étude. Parce que là, quand j'ai vu la question, je me suis dit, ça ne peut pas mieux tomber. Le problème en agricole, c'est que si le conseil est gratuit, ça va marcher. À partir du moment où il va falloir faire un chèque pour avoir un conseil et donc une image, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Donc, 1, dépenser de l'argent. Et 2, être capable d'entendre le conseil qui va être donné. Donc, ça fait déjà deux étapes. Il faut être prêt. Mais on est prêt. Mais déjà, les entreprises de travaux agricoles sont, en termes d'investissement, enfin de conseils, on est déjà, nous, en termes de vitrine, le meilleur conseil. Un client qui va chez un concessionnaire pour demander une machine, un tracteur, un outil, il se réfère très souvent aux entreprises autour de chez lui. S'il y a ça dans l'entreprise, c'est que ça doit marcher. Ah, d'accord. Les commerciaux le disent bien, de toute façon. Pourquoi aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des endettements, mais aujourd'hui, les seuls qui investissent et qui maintiennent l'investissement régulier, c'est nous. Quand ça va bien, les concessionnaires nous oublient. Quand ça va mal, ils se rappellent qu'on existe.
Aujourd'hui, ça va moins bien. Okay. Eh ben, on est sollicité, mais on est l'image de quelle que soit la marque, puisque de partout la marque prévaut. Quand la marque est dans une entreprise, souvent, soit les clients nous appellent pour avoir un conseil, parce qu'on l'utilise, soit c'est l'image et ils demandent le conseil au concessionnaire. Merci. Alors Samuel, en fait, finalement, le conseil indépendant, ça existe. Il y a un besoin. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas forcément ce que j'en pense, mais c'est ce qu'on a essayé de documenter. Alors, premier constat, donc ça, c'est les premières enquêtes qu'on a fait sur la mécanisation, ça a donné ce livre collectif. Donc, la mécanisation croît et continue de croître, d'accord ? Premier constat. Et deuxième constat, on a continué à faire des enquêtes, notamment sur le conseil en agroéquipement, et on a fait passer un questionnaire dans les réseaux Chambres et CUMA. Et dans les ETA, tu en as fait passer un ? Et pas dans les ETA, parce que tu essayes de faire monter une offre qui n'existe pas encore. Je ne vais pas faire passer de questionnaire. Donc, quel est le premier constat ? Le premier constat, c'est que la recherche et développement sur ces questions-là a été privatisé. C'est simple. On avait des instituts publics qui travaillaient spécifiquement sur les questions de mécanisation et ces questions de mécanisation ont été de plus en plus diluées au sein d'institutions qui avaient des sujets beaucoup plus vastes, ce qui fait que la question de la mécanisation est diluée alors que, je viens de le dire, la mécanisation croît. Donc là, il y a une espèce de gap et privatisation, parce qu'évidemment, il y a toujours des acteurs qui font cette recherche et développement via le crédit impôt recherche, on peut imaginer, dans les entreprises privées, que sont les tractoristes qu'on a cités tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier constat au niveau de la recherche et développement. Et sur le conseil, ce qu'on observe quand même dans les réseaux, c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est donc une importance qui était très forte de la contre-expertise professionnelle sur les questions de mécanisation. L'un des outils, tu as parlé du diagnostic mécanisation, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Mécagest. Et il y avait un autre outil qui nous a pas mal intéressé avec un collègue, Sylvain Brunier, qui s'appelle le banc d'essai, j'imagine que tout le monde connaît. C'est intéressant de voir qui possède des bancs d'essai. Donc, c'est des outils pour tester la prise de charge tracteur et pour régler les tracteurs qui sont mal réglés potentiellement. Et en fait, on voit qu'il y a une déprise dans le réseau des conseillers agroéquipement de ceux qui savent se servir de cet outil de contre-expertise. Et par contre, vous n'avez plus de concessionnaire qui n'a pas un banc d'essai chez lui alors qu'il n'en avait pas il y a 20 ans. Donc là, vous voyez, en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement de l'expertise. Comment l'expertise sur ces questions-là se déplace et comment elle est mise aussi au service d'intérêts commerciaux et comment la contre-expertise professionnelle, en fait, on observe une déprise, en tout cas, de la contre-expertise professionnelle sur ces questions. Voilà ce qu'un sociologue peut dire de ta question. Merci bien, Samuel. Ben voilà, nous sommes arrivés au terme de ce forum. Merci à Marine. Merci à Samuel, merci à Stéphane, merci à Franck. Nous avons maintenant eu la parole d'experts, mais maintenant il faut avoir la parole concrète. Et donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés au Café des Aigris là-bas à 3h et je laisse la place à Pierre. Merci beaucoup.